Quelques questions qu'on a pu collecter auprès des membres d'IIT Health France. Beaucoup de questions des industriels qui s'interrogent sur leur place dans ces nouvelles approches, et en particulier qui s'interrogent sur les modèles traditionnels d'accès marché, les modèles d'évaluation traditionnels d'accès marché, et qu'est-ce que le VBHI peut apporter pour renforcer à la fois durablement l'efficience des systèmes de soins, accélérer l'adoption de l'innovation, et finalement, quelles sont les différences majeures entre VBHC et Market Access classique? Il y a plusieurs différences. D'abord, on implique le patient dans le VBHC, on l'implique directement dans une mesure systématique qui est la mesure du service médical rendu avec des instruments calibrés. Donc, l'implication du patient, c'est un des éléments de la différence avec le Market Access qui le mesure généralement avec des essais cliniques randomisés. Là, on est sur un registre de données de vie réelle. L'autre aspect, c'est que le Market Access est centré sur un produit de santé, un dispositif médical, un médicament. Tandis que l'approche Value-Based Healthcare, elle est centrée sur un parcours de soins. Et ce parcours de soins va englober différents types de produits de santé, va également tenir compte de la vie réelle, c'est-à-dire du fait que le patient ne va pas être observant nécessairement, que la dose prescrite du médicament va ne pas être nécessairement la bonne, alors qu'elle est toujours vérifiée dans le cadre d'un essai randomisé, que donc la prescription ou la coprescription de médicaments va être peut-être biaisée, il y aura des interférences. La vie réelle, il y a des turbulences, il y a de l'interférence, il y a du bruit. Un essai randomisé contrôlé, il est tellement contrôlé qu'il n'y a pas de bruit et qu'il est quelque part irréel. Donc en fait, méthodologiquement, le Value-Based Healthcare est centré sur la vie réelle, ce que n'est pas toujours le Market Access. Il est également sans limite de temps, tandis que le Market Access, lui, est borné temporellement puisque vous avez un essai qui démarre et qui se termine. Et on regarde ces données dans ce globe, on va dire cette bulle. Et le dernier point, c'est bien sûr l'implication du patient qui est déterminante, puisqu'en fait, les indicateurs qu'on va utiliser ne sont pas ceux qu'on trouve classiquement dans le Market Access, comme l'Overall Survival ou la Progression-Free Survival, qui sont les deux indicateurs majeurs. On va s'intéresser à des indicateurs qui vont concerner la qualité de vie, également cette récupération fonctionnelle, qui sont des indicateurs qui ne sont pas nécessairement et uniquement liés à la mortalité. Une question qui nous vient d'Essilor concernant le rôle des industriels qui est appelé à évoluer évidemment et inévitablement. Et du coup, comment un industriel trouve sa place dans ces nouvelles approches? D'une part, en particulier par exemple dans la détection de la myopie, puisque là il s'agit du groupe Essilor. Et est-ce que tu as des exemples en tête de mutations internes qui ont été nécessaires à mettre en œuvre chez ces industriels pour entamer cette réflexion axée sur la valeur, enfin, sur les valeurs, incluant la conduite du changement en interne, l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles organisations internes chez les industriels, l'émergence de nouveaux départements, par exemple? Alors, Jean-Marc, tu mentionnais les valeurs, c'est la valeur. Alors, je fais exprès de reprendre ce point parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs définitions de la valeur dans le Value-Based Healthcare. L'idée, c'est de standardiser, autrement dit, de parler le même langage avec le même ratio et les mêmes indicateurs pour mesurer le service médical rendu, ramené au coût pour évaluer le parcours de soins. Donc, cette puissance normative fait qu'il n'y a pas plusieurs définitions, mais une définition. Le deuxième point, c'est effectivement qu'il y a des départements qui s'ouvrent avec des fonctions de value-based departments ou units qui sont rattachés souvent au market access parce que le market access se transforme actuellement. Donc là, les industriels également ont un rôle à jouer pour intégrer dans leurs process, dans leurs équipes, ces compétences qui font qu'elles ne vont pas demain se retrouver en difficulté par rapport à des données de vie réelle évaluées par des payeurs qui seront centrés sur des registres et non plus sur des essais cliniques. Et il faut aussi garder à l'esprit avec beaucoup d'humilité que le Value-Based Healthcare n'en est qu'à son début, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où tout ça est récent, se structure. Il y a également une dimension de patine qui va revenir progressivement
vers une amélioration, une progression. Concernant Essilor et la myopie, bon, on sait qu'on est en train de voir apparaître avec les tablettes et tous les écrans une vague impressionnante de myopie qui devient véritablement une pandémie. Hein. On voit le taux de myopie croître de manière exponentielle et surtout dans les 20 prochaines années, c'est vraiment terrible. On sait que plus de la moitié de la population sera atteinte de myopie. Donc en fait, quand on est dans ce système de pandémie exponentielle, on rentre nécessairement dans l'idée de prévention, forcément. Et le Value-Based Healthcare doit également se transformer et intégrer la dimension de prévention. Ce n'est pas encore tout à fait le cas actuellement, et c'est en train de changer. Jusqu'à présent, comme tous les systèmes de santé des pays de l'OCDE, on est dans un système fondé sur le traitement. On sait que mieux vaut prévenir que guérir, mais aujourd'hui, tout est centré, y compris le paiement, sur le traitement plutôt que sur la prévention. L'idée, en fait, c'est de renverser cela en disant qu'on est en capacité aujourd'hui de mesurer l'état de santé d'une population donnée, dans une région par exemple, au sein d'une ARS, et cet état de santé va faire qu'on est avec un score et des indicateurs qui vont permettre de voir l'évolution de cet état de santé pour une population avec bien sûr une segmentation, une stratification des profils. Plus on maintient cet état de santé dans le temps, plus l'effet de la prévention est élevé, plus on est dans du high value care, puisque le care, c'est-à-dire le soin, intègre la prévention. Plus l'état de santé et ce score se dégrade, moins le service médical rendu à la population est élevé. Et donc, on revient à cette idée de standardiser, de mesurer, de rendre transparent. Et donc, il n'y a aucune raison pour imaginer que dans les prochaines années, la prévention, grâce au Value-Based Healthcare, ne soit pas de plus en plus prégnante, car les outils sont là. On va dire la philosophie de la mesure du SMR est là, et surtout cette culture de la transparence et du résultat qui est absolument déterminante pour transformer le système de santé. Eu égard aux maladies infectieuses, est-ce que tu penses que les approches VBHC peuvent être également appliquées à ce genre de domaine? Il est peut-être un peu trop tôt pour répondre sur les questions liées au Covid-19, bien entendu, mais est-ce que, par exemple, sur les maladies infectieuses, et en particulier les résistances aux antibiotiques, des approches VBHC peuvent être envisagées? Oui, parfaitement. Pourquoi? Parce que vous êtes atteint d'une maladie infectieuse. On vous prescrit des antibiotiques. Première ligne, le traitement n'est pas efficace. Deuxième ligne, toujours pas efficace. Donc, en clair, ce qu'il est possible de voir et d'observer en vie réelle, c'est l'intégration en fait, de l'antibiothérapie dans un parcours de soins, de mesurer avec des instruments standardisés les outcomes en termes de qualité de vie, de retour à l'emploi, de récupération, et cette mesure des outcomes en temps réel, associée à des indicateurs plus fins et des déterminants liés à l'antibiothérapie, permettent de détecter de l'antibiorésistance, permettent également de regarder en fait, certains groupes de patients et de croiser en fait, la stratégie d'antibiothérapie qui a été adoptée pour ces groupes et les outcomes qui en résultent. L'idée, ce n'est pas de trouver une relation causale, ni même corrélative, mais plutôt une association. Donc on est dans un niveau de preuve inférieur, hein, mais une association entre, par exemple, une stratégie antibiothérapie et certains outcomes pour un segment de patients avec un profil bien défini. Et cette approche-là, en vie réelle, est très intéressante, voire même inédite, puisque on est en dehors des essais cliniques et les registres qui sont associés à la démarche VBHC permettent longitudinalement de mesurer cette évolution. Donc là, on aurait effectivement tout un champ d'investigation avec un intérêt de santé publique considérable, puisqu'on sait que c'est prioritaire aujourd'hui de ne pas surprescrire ou surconsommer des antibiotiques. Merci Grégory. Autre question qui concerne plutôt les approches multitechnologiques qui vont associer des dispositifs médicaux permettant l'acquisition de données en vie réelle, des outils de diagnostic in vitro, des solutions d'imagerie médicale,
le traitement dans la prise en charge d'une pathologie particulière, incluant potentiellement des dispositifs de délivrance de thérapie. Et on voit bien aujourd'hui que ces solutions intégrées, multitechnologiques, posent problème dans la façon d'évaluer la valeur et l'amélioration du service médical rendu, en tout cas le service médical rendu. Est-ce que c'est, d'un point de vue modèle économique et modèle d'accès au marché, les approches du BHC peuvent être un élément de réponse à la question du service médical rendu sur ces solutions multitechnologiques? On a effectivement un ruissellement de solutions multitechnologiques, que ce soit par exemple le télémonitoring, la téléconsultation, vous avez bien sûr de l'intelligence artificielle, du machine learning, il y a énormément des biomarqueurs digitaux, également des PROM électroniques qui se mettent en place. Cette myriade en fait, d'outils digitaux et technologiques vient renforcer et accélérer encore davantage la mesure du service médical rendu. Elle vient la préciser, elle lui donne plus de rigueur d'un point de vue statistique, plus d'exhaustivité. L'intégrité de la donnée est renforcée. L'intégrité, c'est l'exhaustivité, la conformité, la fiabilité. Donc, quand vous arrivez, en fait, grâce à tous ces instruments et toutes ces approches méthodologiques, à renforcer l'intégrité de la donnée, vous renforcez le niveau de preuve. Donc, la vraie question, en fait, elle n'est pas technologique. La vraie question, c'est une innovation organisationnelle, c'est-à-dire presque une innovation culturelle. C'est trouver un tiers de confiance qui intègre toutes ces dimensions, les 5 dimensions qu'on a évoquées ensemble, et qui rassure des acteurs qui sont concurrents, des fabricants également qui sont concurrents, sur le fait que le registre possède des données intègres, que ce registre est accessible à tous les acteurs partenaires et volontaires, et qu'à partir de là, on peut non seulement se comparer, mais également valoriser son approche et déterminer plus finement que, par exemple, tel produit de santé est associé à tel meilleur outcome. Tant que l'on n'a pas cet écosystème de la transparence avec au centre un acteur qui est tiers de confiance et qui rassure les autres acteurs sur cette intégrité de la donnée, on continuera en fait de vagabonder avec des initiatives qui sont complètement sporadiques, éclatées, superficielles, où tout le monde se regarde dans le miroir, mais personne n'ose se comparer, et personne n'arrive non plus à auditer cette intégrité de la donnée. Donc il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas non plus l'ouverture en fait, de l'enveloppe qui permettra de distinguer des acteurs meilleurs. Donc s'il y a peut-être un changement culturel, un changement stratégique, c'est celui que j'ai montré dans ma dernière slide, c'est-à-dire où on a un tiers de confiance qui fédère différents acteurs et qui s'engage très clairement sur un commitment d'intégrité de la donnée avec l'exhaustivité, la conformité et la fiabilité. Merci, c'est très clair. Et du coup, pour aller un pas plus loin dans la compréhension de cette question liée à l'intégrité de la donnée, on comprend qu'aujourd'hui, la complexité qui est inhérente au real-world data pose la question de la porosité entre différents systèmes de gestion de la donnée qui sont souvent en silo. Demain, est-ce que ces tiers de confiance qui permettent d'accéder à ces registres ou à ces données intègres existeront ou existent-ils déjà? Il en existe, certains sont en train d'émerger. PromTime a obtenu du ministère, on va en parler tout à l'heure, un financement de 1,3 million avec l'assurance maladie pour créer cet écosystème, devenir tiers de confiance, réunir les sociétés savantes, le CNP d'ophtalmologie, le syndicat, l'Académie nationale d'ophtalmologie, pour une généralisation d'un registre qui serait donc transparent, partagé avec tous les acteurs, publics, privés, fabricants, payeurs, également assureurs, les patients, les correspondants en ville et les établissements. Donc, ces registres sont extrêmement difficiles à mettre en place parce que, d'abord, il y a un phénomène de méfiance de tous ces acteurs. Le deuxième point, c'est que souvent, il y a des isolements d'acteurs qui décident en fait de prendre un instrument PROM, de le traduire par exemple dans une langue. Par exemple, on va prendre sur le cancer du sein, on va prendre un instrument existant,
avec un auto-questionnaire, on va traduire en français, mais le français parisien, et aux hôpitaux de Marseille, on va prendre le même instrument et on va le traduire dans un français marseillais. Il y aura 2 virgules qui vont changer, vous ne pouvez plus comparer Paris et Marseille. Donc le classico n'aura pas lieu. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, tout le monde fait des efforts, tout le monde essaye d'œuvrer dans la transparence, mais le point de départ, c'est de standardiser la mesure. Et le deuxième élément fondamental dans cette confiance, c'est de partager ces mesures. Et de les partager de manière à ce qu'on puisse vraiment comparer des pommes et des pommes, des Pink Lady avec des Pink Lady, que même l'ajustement au risque selon les profils de sévérité soit également standardisé. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Ça implique beaucoup de patience pour rassurer les équipes. Autrement dit, mon message, c'est de dire que, alors qu'on voit une progression extrêmement rapide du côté de l'intelligence artificielle et de toutes ces innovations technologiques qui sont fascinantes, on a un retard culturel considérable sur cette standardisation, cette harmonisation, ce dialogue commun. Néanmoins, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque aujourd'hui, la puissance publique teste en vie réelle des expérimentations pionnières et des acteurs tiers de confiance sont en train d'émerger également. Merci pour cet éclairage. Une dernière question qui concerne les PROM et les PREM. On les associe souvent, peut-être à défaut. Est-ce qu'ils sont jumeaux ? Autrement dit, est-ce que l'expérience patient fait partie des outcomes ? L'expérience patient ne fait pas partie de la valeur en santé. Ce qu'on appelle les PREM, c'est-à-dire les Patient Reported Experience Measures, concernent en fait des process et pas des résultats. Est-ce que, par exemple, et c'est le cas du questionnaire ISATIS en France, la communication avec l'équipe soignante est de qualité ? Est-ce que les médecins utilisent un jargon pour parler aux patients ? Est-ce qu'on va utiliser, par exemple, on va bien détailler le parcours de soins au patient, il va bien comprendre pour adhérer ? Est-ce que la chambre est propre à l'hôpital ? Est-ce que la qualité de la nourriture est correcte ? Est-ce que la signalétique pour accéder au service est bonne ? Tout ça, ce sont des process. Les PROM, c'est-à-dire les outcomes, mesurent la qualité de vie, c'est-à-dire la vie sociale, les activités quotidiennes que l'on peut réaliser, également un aspect de perception de son existence d'un point de vue psychologique avec par exemple la dépression ou non, une récupération fonctionnelle. Le numérateur du ratio de la valeur, c'est-à-dire les outcomes, n'intègre pas les process. Les process, c'est un autre monde que la valeur. Le process, c'est important. Il ne s'agit pas de nier que l'expérience a également une importance, mais par exemple, quand on va chercher un soin, la première chose qu'on va rechercher, ce n'est pas une expérience, on va rechercher un résultat. La raison primordiale pour laquelle on va dans un hôpital ou on va consulter en ville, c'est pour améliorer sa qualité de vie. C'est pour améliorer sa santé. Ce n'est pas pour profiter d'un bon moment ou d'un bon repas à l'hôpital. Et donc la confusion entre PROM et PREM vient de deux choses. La première, c'est qu'ils sont tous les deux rapportés par le patient, donc on a tendance à les confondre. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'étymologie hôpital est identique à celle d'hôtel. Et donc, quand on se réfère au PREM, on pense souvent au TripAdvisor, on va faire un questionnaire de satisfaction un peu marketing, comme on fait par exemple dans le tourisme, alors qu'en réalité, on est diamétralement aux antipodes de cette approche. Un bon hôtel est un endroit où on souhaite revenir, un bon hôpital est un endroit où on n'a pas besoin de revenir. Donc je crois que c'est très important de garder une vision très claire du numérateur, de rester centré sur ce qui importe aux patients. On a conduit au sein de la chaire dont je suis responsable à l'Université de Paris, une enquête dans 4 pays de l'Union européenne, Italie, France, Espagne et Grande-Bretagne, un sondage auprès de 1300 patients dans 5 pathologies. Et on leur a demandé, pour choisir ou évaluer une équipe médicale, quels sont les indicateurs qui leur importent le plus. Est-ce que ce sont des indicateurs d'expérience ou est-ce que ce sont des indicateurs d'outcome? Et dans 83% des cas, dans tous les pays, toutes pathologies confondues, les patients considèrent que ce qui importe le plus pour évaluer ou choisir une équipe médicale, ce sont les résultats. Autrement dit, on se trompe quand on essaie de penser que l'expérience importe aux patients. Elle importe certes, mais hiérarchiquement, ce n'est pas une priorité par rapport aux outcomes. La véritable raison qui nous amène à nous faire soigner
c'est avant tout d'aller chercher un résultat en termes de high value care.